Si tu es en quatrième et que tu trouves que terminer la précédente vidéo sur la monarchie constitutionnelle, ça fait un petit peu trop happy end, alors c'est temps de regarder la suite. Bonjour à tous, aujourd'hui je poursuis avec vous le récit chronologique de la Révolution française par moments clés. Alors après avoir parcouru les moments les plus décisifs de la période 1789-1791, avec les états généraux, la prise de la Bastille, tout ça, on aborde aujourd'hui la période 1792-1795. Allez, on repart dans les couleurs du temps, comme dirait Jacouille. Alors la dernière fois qu'on avait parlé de Louis XVI, c'était pour évoquer la mise en place de la monarchie constitutionnelle en 1791, dans laquelle le roi doit maintenant partager son pouvoir avec une assemblée, appelée l'Assemblée nationale, de représentants élus. Oui, mais évidemment, si ça en restait là, ce serait un petit peu trop facile. En effet, Louis XVI accepte mal la restriction de son pouvoir, et les relations avec l'Assemblée nationale ne sont pas terribles. Il prévoit donc, secrètement, de quitter le royaume avec toute sa famille pour trouver refuge chez des nobles acquis à sa cause. Le plan est relativement simple. Habillé en civil, le roi et sa famille doivent quitter Paris en berline dans la nuit du 20 juin 1791 et atteindre la frontière sous la protection d'une escorte de nobles et de soldats qui lui sont fidèles. Cependant, une série de contretemps font complètement capoter la fuite. Déjà, le départ prend du retard, et la garde chargée de surveiller le roi à Paris est prévenue assez vite de sa disparition. Ce qui ne laisse à Louis XVI que quelques heures d'avance sur les gardes lancés à sa poursuite. Mais surtout, lors d'une halte à Sainte-Ménéhould, le roi est reconnu par le maître de poste de Rouet. Celui-ci se rend alors au village suivant, Varennes, pour avertir les autorités. Là, la berline du roi est stoppée par les villageois, ce qui laisse le temps aux gardes de le rejoindre. Louis XVI renonce finalement à passer par la force et est contraint de revenir à Paris et est assigné à résidence. À partir de là, c'est un petit peu le début de la fin pour Louis XVI. Déjà, son image en prend un sacré coup et la population française, entre consternation et colère, ne comprend pas vraiment pourquoi son roi a cherché à s'enfuir et à rejoindre les royaumes étrangers. Du côté de l'Assemblée, les députés sont plutôt divisés. Une partie considère clairement que Louis XVI est un traître et qu'il faut donc changer complètement de régime politique, en terminer avec la monarchie. Une autre partie, plutôt majoritaire, est prête à faire passer la fuite de Louis XVI pour un enlèvement raté afin de préserver cette monarchie constitutionnelle qui vient tout juste de se mettre en place. Ces derniers obtiennent donc une sorte de sursis à Louis XVI, qui s'engage à respecter la nouvelle constitution, mais reste sous étroite surveillance. Néanmoins, un nouveau rebondissement aggrave la situation. En juillet 1792, un tract appelé le Manifeste de Brunswick, du nom de son supposé auteur, un noble prussien, circule à Paris. Il menace les Parisiens d'une attaque et d'une répression militaire si le roi n'est pas totalement remis en liberté. Mauvais calcul, puisque cette menace a pour effet de faire passer Louis XVI pour un véritable traître, qui serait allé jusqu'à demander de l'aide au roi étranger pour retrouver son pouvoir absolu. Là, ça devient un peu tendu pour le roi, qui est délogé de force du palais par un groupe de Parisiens. Après avoir été suspendu par l'Assemblée, il est emprisonné à la Tour du Temple. Accusé de haute trahison, le roi est jugé lors d'un procès organisé en janvier 1793. Après un vote serré, le roi est finalement condamné à mort. Qu'on lui coupe la tête ! Et Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1796. Sa femme Marie-Antoinette le sera quelques semaines plus tard. Qu'on lui coupe la tête ! Alors bien sûr, avec l'exécution de Louis XVI et sa fuite auparavant, il devient très difficile de défendre la monarchie constitutionnelle à tout prix. Les députés qui sont favorables à un changement radical de régime en instaurant une république deviennent ainsi majoritaires. Le 20 septembre 1792, la République française est finalement proclamée. C'est un régime inédit en France. La grande nouveauté évidemment, c'est qu'il n'y a plus de roi. L'Assemblée, rebaptisée Convention, est maintenant élue indirectement par tous les citoyens masculins. Il n'y a plus de conditions de revenus comme auparavant sous la monarchie constitutionnelle. C'est elle qui détient le pouvoir de voter la loi et qui choisit les différents membres des comités de gouvernement. Composée de 749 députés, elle regroupe des factions politiques très variées qui débattent et se divisent sur les lois, l'organisation de la République, leur vision de ce que doit être la Révolution et de ce qui doit changer en France. En gros, on peut dire, toute proportion gardée bien sûr, que c'est un petit peu le début de la politique moderne que l'on connaît aujourd'hui.
Le problème, c'est que pendant ce temps-là, la France s'est fait pas mal d'ennemis. En effet, les rois étrangers qui ont peur que la révolution se propage dans leur royaume font tout pour mettre fin à la révolution en France et pour rétablir la monarchie. Pour une fois, ils se mettent d'accord et forment une coalition militaire. Espagnols, Hollandais, Autrichiens, Prussiens, Anglais. En gros, toute l'Europe attaque la France sur toutes ses frontières. En plus, la toute nouvelle République doit aussi affronter des armées françaises royalistes, notamment du côté de la Vendée. Bref, pas besoin d'être un génie militaire pour comprendre que gérer à la fois une guerre contre toute l'Europe et une guerre civile, c'est compliqué. Face à cette situation urgente, la Convention, sous l'influence des célèbres députés Robespierre et Danton, vote une loi extraordinaire. Cette loi, baptisée la loi des suspects, prévoit, comme son nom l'indique, l'arrestation et l'exécution de toutes les personnes suspectées d'être des ennemis de la République ou plus largement des ennemis de la Révolution. L'idée est simple, il faut être sans pitié si l'on veut que la République survive à cette situation de crise. Le problème, c'est qu'avec cette loi, c'est un petit peu tout le monde qui devient suspect. Tout opposant politique, toute personne qui n'est pas forcément en accord avec la politique menée par le comité de salut public ou les partisans de Robespierre deviennent automatiquement des cibles. La République, c'est moi! Au total, avec cette loi, entre 1793 et 1794, on estime à 40 000 le nombre de personnes exécutées, souvent sans procès. Ainsi, sous prétexte d'une situation de crise, la République enfreint ses propres principes, puisque les principes de justice équitable, de liberté politique, ne sont plus du tout respectés. Finalement, cette période dite de terreur prend fin avec l'arrestation et l'exécution de son instigateur, Robespierre, qui est renversé et condamné par ses rivaux politiques. Alors pour finir sur cette histoire de terreur, la mémoire a surtout retenu évidemment la guillotine à tour de bras, mais il faut savoir que c'est aussi durant cette période qu'ont été votées l'abolition de l'esclavage, le droit à l'éducation ou le suffrage universel républicain. Voilà, on appuie sur pause et on s'arrête là pour le moment, puisqu'entre le fait de la fuite du roi, la naissance de la République et puis la terreur, ça fait déjà pas mal. Même si c'est pas encore fini, puisque l'arrivée d'un nouveau perso, Napoléon Bonaparte, va encore tout chambouler. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!